Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir. Top départ officiel de la campagne des législatives. 3 semaines pour convaincre. Alors à chaque parti son objectif. Emmanuel Macron aura-t-il la majorité absolue? La droite de son côté tente de se faire entendre. Le Front National veut faire oublier le sujet de l'euro. Le PS est-il en voie d'effacement? Et qu'en est-il aussi de la France insoumise? Sur ce paysage, le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Une loi pour la moralisation de la vie publique, c'est le chantier que doit mener le nouveau ministre de la Justice, François Bayrou. Les Français y sont en très grande partie favorables. Mais jusqu'où faut-il aller? Sur ce sujet, le match des idées va opposer l'essayiste et académicien Jean-Marie Roire au sociologue Michel Vievorka. Enfin, l'entretien, mon invité est professeur, homme de télévision, écrivain. Daniel Picouli publie La victoire du nègre, l'histoire véridique de l'un des plus grands boxeurs, Jack Johnson, le premier noir champion du monde poids lourd dans une Amérique où le racisme anti-noir battait son plein. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos questions et réactions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Samia Dechir. Vladimir Poutine sera l'un des premiers chefs d'État étrangers reçus à Paris par Emmanuel Macron. La venue du président russe est annoncée pour le lundi 29 mai. Il sera accueilli par Emmanuel Macron au Grand Trianon à Versailles. Avant son élection, les rapports entre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et la Russie étaient tendus. Le Kremlin était soupçonné d'être derrière les attaques informatiques qui ont visé le mouvement En Marche. Mais Vladimir Poutine a salué l'élection d'Emmanuel Macron. Il l'a appelé à surmonter la méfiance entre la France et la Russie. Europe. Le couple franco-allemand veut aller plus loin dans l'intégration monétaire. Le nouveau ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était aujourd'hui à Berlin pour rencontrer son homologue allemand, Wolfgang Schäuble. Ils ont annoncé la création d'un groupe de travail pour renforcer l'intégration de la zone euro. Nous allons regarder ensemble, dans le cadre de ce groupe de travail, la question de la convergence fiscale, qui nous tient très à cœur. Là aussi, ce sont des sujets dont on parle depuis des années, mais cette fois-ci, nous allons les prendre à bras-le-corps pour que les choses avancent concrètement. Décidée à pousser plus loin l'union monétaire, l'Union européenne s'apprête aussi à entamer les négociations du Brexit. Négociations menées par Michel Barnier. Le Français a été investi aujourd'hui pour superviser les discussions qui pourraient s'ouvrir le 19 juin. Manifestation. Les salariés de Tati appellent à l'aide le gouvernement. Une centaine d'entre eux s'est rassemblée ce matin devant le ministère du Travail. L'enseigne à Bakou, Tati, a été placée en redressement judiciaire. 1700 salariés sont concernés. Une délégation syndicale a été reçue au ministère. Le gouvernement a promis de se saisir du dossier. Depuis la loi Macron de 2015, un groupe n'est plus obligé de financer le plan de sauvegarde de l'emploi de ses filiales en redressement judiciaire. Au Front National. Florian Philippot va-t-il quitter le Front National? Le vice-président du parti a en tout cas menacé de le faire si le FN abandonne l'idée d'une sortie de l'euro. Une question qui sera tranchée au prochain congrès du parti. Marine Le Pen, elle, ne semble pas opposée au départ de son bras droit. Est-ce que vous avez pris les propos de Florian Philippot pour du chantage ? Non, mais je ne prends pas les propos pour du chantage. Il exprime une conviction qui est une conviction forte. Et après tout, il ira au bout de ses convictions. Mais je ne crois pas du tout il démissionnera, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Il démissionnera? Et si demain, les adhérents du Front National décidaient qu'on doit abandonner cette partie-là, il ne se sentirait plus en accord avec ses convictions. Donc c'est possible. Mais je trouve que c'est tout à son honneur. Parti communiste. La presse, néanmoins, a révélé récemment un message que Jean-Luc Mélenchon a envoyé à Pierre Laurent. Vous êtes la mort et le néant. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle? Mais non, la question n'est pas là. Moi, je regrette que Jean-Luc puisse tenir de tels propos. Parce que d'autant qu'il a été un très bon candidat à l'élection présidentielle, on ne peut pas le nier. Donc moi, je regrette qu'on puisse tenir
en politique, de façon générale, ce genre de propos. Donc, mais je ne regrette pas d'avoir donné mon parrainage à Jean-Luc Mélenchon et je ne regrette pas d'avoir voté pour lui. En tout cas, je l'appelle aujourd'hui à un peu plus de modération. Parce que je rappelle aussi qu'il n'y a pas d'automaticité entre un vote à une élection présidentielle et un vote à une élection législative. À l'étranger, Enfin, l'image du jour, celle de Donald Trump devant le mur des lamentations à Jérusalem. Il est le premier président américain en exercice à s'être recueilli sur ce lieu saint du judaïsme. Sa tournée internationale le mènera ensuite à Bruxelles. En marge du sommet de l'OTAN, il y rencontrera pour la première fois Emmanuel Macron. Et l'actualité, c'est la bataille des législatives qui est officiellement lancée. C'est ce lundi que s'est ouverte la campagne. 3 semaines pour convaincre et 3 semaines pour tenter d'obtenir une majorité pour Emmanuel Macron. La droite, de son côté affaiblie, veut encore croire en ses chances. Le Front National veut faire oublier sa mesure phare sur la sortie de l'euro. Bref, à chacun son objectif et on va en parler avec nos invités ce soir. Élodie Milzarek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sémiologue, spécialiste en communication verbale et non verbale et auteur du livre « Déjouer les manipulateurs » aux éditions du Nouveau Monde. Michel Urvois nous accompagne, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Ouest France. Jean-Daniel Lévy, bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Et Bruno Diff est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à Sud-Ouest. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir, de nous arrêter sur les objectifs et les ambitions des différents partis en vue de ces législatives, afin que nous puissions en parler juste après. Les détails avec Jérôme Rabier. Dans le sillage de sa victoire à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron rêve d'une vague La République en marche aux législatives. Objectif majorité absolue, soit au moins 289 députés. Un vrai défi pour un jeune parti avec de nombreux candidats novices. Après l'élimination de François Fillon dès le premier tour de la présidentielle, les Républicains rêvent d'une revanche. Dans l'idéal, en imposant une cohabitation à Emmanuel Macron, ou au moins en l'empêchant d'obtenir la majorité absolue. Pour le Parti socialiste, il s'agira surtout de limiter la Bérésina annoncée et faire mieux que les 6,36% de Benoît Hamon à la présidentielle. Le parti d'Épinay jouera sans doute sa survie lors de cette échéance électorale. La France insoumise rêve de grand soir électoral, mais peut plus modestement espérer constituer un groupe à l'Assemblée, soit 15 députés, en supplantant à l'occasion le Parti communiste avec lequel aucun accord n'a pu être trouvé. Le Front National espère lui entrer en force à l'Assemblée, constituant un groupe, ce qui n'est pas arrivé depuis 1986. Mais il lui faudra pour cela s'imposer dans des scrutins majoritaires à 2 tours qui ne lui sont pas favorables. Le 18 juin au soir, le sort en sera jeté et l'on connaîtra le rapport de force politique des 5 prochaines années. Et c'est donc une nouvelle course électorale qui s'engage. Alors le chef de l'État, Michel Urvois, il est en quête évidemment d'un groupe majoritaire à l'Assemblée. Et ce que l'on entend beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la logique institutionnelle et politique de la Ve République qui veut que dans la foulée de la présidentielle, le chef de l'État, son parti obtienne la majorité absolue. Est-ce que c'est une loi d'airain dans notre République? Depuis l'inversion du calendrier électoral, oui, ça se vérifie. Et il y a 5 ans, le Parti socialiste avait gagné une majorité absolue avec, Monsieur Lévy va me le corriger si je me trompe, mais avec 34%, je crois, des suffrages. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit... Encore que ça pourrait être différent cette fois-ci parce que les candidats sont moins connus. L'effet renouvellement s'accompagne aussi peut-être d'un professionnalisme un peu... ou d'un amateurisme peut-être plus marqué que quand on a des sortants. Or, il y a quand même là une très forte proportion de députés sortants qui ne se représentent pas. Donc, effet loi cumul, effet La République en marche, donc avec beaucoup de renouvellement et aussi du renouvellement dans les autres formations, chez les Insoumis. Oui, on va en parler, chez les Républicains. Et donc, au total, du renouvellement qui ne signifie pas du professionnalisme. Est-ce qu'on peut faire un point sondage, Jean-Daniel Lévy, où en sont les candidats République en marche de manière générale à 3 semaines de ce scrutin? Dans le cadre de la dernière enquête qu'on a réalisée avec un partenaire qui s'appelle Indeed, on a
mesuré 32% d'intention de vote en faveur d'En Marche. Ce qui constitue un score qui est non seulement important, mais qui est également en très fort progrès, semaine après semaine. Et je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment une progression de 3 points d'intention de vote en faveur des candidats En Marche, après chaque mesure qu'on effectue. On peut rappeler qu'Emmanuel Macron a réuni sur son nom 24% des suffrages. Donc il y a une progression de 8 points à peu de choses près en 3 semaines. C'est une progression d'ailleurs à l'égard d'une formation politique et pas à l'égard de responsables politiques locaux, parce qu'ils sont en général profondément inconnus, parce qu'effectivement ils sont assez pour la plupart d'entre eux nouveaux en politique, mais que ça convient aujourd'hui à ce tiers d'électorat qui déclare de toute façon on est pour le renouvellement, et quitte à aller pour le renouvellement, autant y aller le plus loin possible. Et puis il y a une donnée complémentaire, je crois, intéressante à avoir à l'esprit. Une partie de la droite qui envisageait dans un premier temps de voter pour les candidats républicains, parce qu'ils avaient voté pour François Fillon, mais n'étaient pas entièrement satisfaits du responsable politique, s'était dit on va vraiment complètement voter pour le candidat de droite, disent il y a quand même un Premier ministre, il y a quand même 2 ministres, il y a quand même des signes politiques qui nous ont été donnés, comme quoi nous, Français de droite, on se retrouve un petit peu derrière ce président de la République et derrière ce gouvernement, et donc on a envie de lui laisser sa chance. Ce n'est pas un enthousiasme complet, mais en tout cas, pas forcément l'envie, comme c'était le cas quasiment au soir de l'élection, de faire barrage ou de créer un contre-pouvoir, mais plutôt autour de l'idée il faut quand même créer les conditions pour que Emmanuel Macron puisse gouverner. Oui, justement, Bruno Dive, est-ce que ce n'est pas aussi, pour mieux le juger après, les Français se disent on va lui donner les moyens de sa politique, de ses ambitions, et on va juger, si je puis dire, sur pièce après. Oui, c'est un discours qu'on entend beaucoup, Jean-Daniel Lévy l'a abordé. Donnons sa chance au président. Finalement, on a l'impression que, notamment auprès d'une partie de l'électorat de droite, il a déjà une meilleure image après son élection qu'il ne l'avait avant. Comme s'il y avait une espèce de, finalement, je dirais, une sorte de propagande de la campagne de Fillon qui avait beaucoup imprimé sur cet électorat et qui était en train de se dissiper. Donc après, il y a la volonté, en effet, de juger sur pièce. Ça, c'est toujours le cas. Mais je crois qu'il y a surtout la volonté de donner une majorité au président, comme ça s'est toujours fait depuis bien avant la version du calendrier, parce que déjà du temps de Mitterrand, c'est ce qui se faisait. Et puis, il y a surtout, je crois, un souci, au-delà du renouvellement, qui en effet est souhaité et qui va être accru avec la loi sur le cumul des mandats, qui est aussi un facteur profond de renouvellement. Il y a le souci, qui est forcément perceptible à droite, de la stabilité. À droite, on aime l'ordre. On aime ce qui va bien, ce qui est stable. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui va peser. Mais, encore une fois, il y a tout de même des considérations locales qui peuvent aussi encore jouer, mais qui joueront moins que les fois précédentes, pour la bonne raison que beaucoup de députés sortants ne se représentent pas. Dans un instant, Michel Hervoy, juste une question. Élodie Milzarek, vous avez parlé de, je reprends votre mot, vous avez dit propagande de la droite à propos d'Emmanuel Macron. Je pense que vous parliez aussi du fameux Emmanuel Hollande. Exactement. On a l'impression que ça, c'est en train de s'estomper, que le ni droite ni gauche... Peut-être qu'il est en train, on verra évidemment à l'épreuve des faits ce que ça va donner, mais infuser dans l'esprit des Français. Mais de fait, c'est plus ni droite ni gauche, c'est et droite et gauche, puisque effectivement, la force stratégique d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir opéré des ralliements. Et alors, c'est vrai qu'en termes de communication, c'était assez extraordinaire ces derniers jours et toute la semaine dernière, de voir justement ces prises de parole. Alors, il y a eu Bayrou, il y a eu Bruno Le Maire, et de voir comment, à quelques jours près, il y avait des bascules assez significatives qui se sont opérées. Mais de fait, il réussi un grand coup de maître. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé aussi, mais dans ce reportage, dans les coulisses d'une victoire, où il disait « mais moi je veux pas les détruire, je veux les déstabiliser ». C'est un plan. Ça revient pas au même. En tous les cas, il performe là-dessus. Michel Hervoy, vous voulez réagir ? Oui, je voulais réagir, aller dans le sens de Bruno, mais l'effet amplificateur me paraît d'autant plus probable qu'on n'est pas, avec Emmanuel Macron, dans une opération de débauchage comme on a pu être, ou d'ouverture, comme on le disait de manière plus élégante, au camp d'en face ou au camp d'à côté. Il a nommé un Premier ministre qui, a priori, n'est pas de son bord.
Donc ça, c'est un élément... Il mène sa politique à lui. Hein. Voilà. Donc c'est un élément fondamental, je crois, si on veut anticiper le résultat des législatives. Et il y a une annonce d'actualité là qui est tombée aujourd'hui qui me paraît intéressante à cet égard. C'est la venue de Poutine à Versailles. Voilà une opération de politique étrangère qui est une sacrée opération de politique intérieure. Ça veut dire que ça coupe l'herbe sous parce le pied, que encore une fois, aux souvenons-nous des Républicains. thématiques de François Fillon pendant la primaire et ensuite pendant la présidentielle, c'était la relation avec la Russie. Et donc, évidemment, par distinction, par opposition, c'était pas la position d'Emmanuel Macron. Et puis, bing, voilà, Emmanuel Macron, président, qui invite Poutine en France et à Versailles. Il n'était pas obligé de l'inviter à Versailles. C'est vrai que c'était le seul des 4 grands candidats à être non poutinophile, mais il n'était peut-être pas obligé de l'inviter à Versailles. Non, mais par rapport, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'électorat de droite et à l'électorat filloniste... Vous avez dit que ce ne sont pas des débauchages individuels. Est-ce que c'est perçu ainsi dans l'opinion, Jean-Daniel Lévy? Est-ce que le Premier ministre Édouard Philippe, est-ce que Gérald Darmanin, est-ce que Bruno Le Maire sont aujourd'hui intégrés aux yeux des Français dans un pacte gouvernemental déjà? Majoritairement, oui. Majoritairement, alors il y a évidemment quelques électeurs, notamment à droite, qui les accusent de traîtrise ou d'opportunisme, mais pour autant, globalement, c'est plutôt la perception que ils vont dans un gouvernement pour mener une politique, qui est une politique d'ailleurs qui n'apparaît pas à leurs yeux fondamentalement éloignés de ce qu'ils pouvaient porter lorsqu'ils étaient membres et candidats éventuellement pour les Républicains. Le débat sur Bruno Le Maire a défendu une position sur la CSG, il va faire le contraire. Ça n'est pas aujourd'hui entendu de la part des citoyens, mais il y a plutôt le sentiment que globalement, ils vont pouvoir aller complètement au bout de ce qu'ils avaient porté. Peut-être pas dans le détail, mais au moins en termes de philosophie politique. Et la manière dont Édouard Philippe a pris la parole la première fois à côté de Bernard Cazeneuve sur le perron de Matignon, en indiquant clairement, presque un gros mot dans la société française, à savoir « je suis de droite », ce qui est rarement affirmé, en tout cas avec une telle force, fait que les électeurs de droite ont dit « bon, très bien, voilà ». C'est entendu, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de tergiversation. On voit bien pour quelles raisons il est présent ici au sein du gouvernement. Il incarne d'ailleurs, de par sa personne, une forme de renouvellement. Et d'ailleurs, les ministres qui sont présents incarnent dans une certaine mesure une forme de renouvellement politique. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin n'apparaissant pas comme étant les personnalités les plus anciennes, globalement, dans l'espace politique. Donc tout ceci vient participer. Effectivement, il y aurait pu avoir une critique, il y aurait pu avoir une interrogation ou un doute, sentiment qu'ils vont, si vous me permettez l'expression, à la soupe. Et ça n'est pas du tout ce qu'il aurait accolé, c'est plutôt le sentiment qu'ils vont et qu'ils ont pris leurs responsabilités dans la période actuelle. On va s'arrêter sur l'un des argumentaires que vous avez développé au début de ce débat, c'est la logique politique, institutionnelle qui prévaut dans notre Ve République. Et qui en parle? Eh bien, c'est Marine Le Pen. On va l'écouter à ce sujet. Toujours les Français ont donné une majorité au président de la République. Toujours. Bon. Oui. En même temps, M. Macron, de toute façon, aura une majorité puisque les Républicains sont à vendre. Par conséquent, même ceux qui ne l'ont pas encore rejoint d'ores et déjà, ils sont quand même 180, et pas des moindres, à avoir annoncé qu'ils seraient d'accord pour travailler main dans la main, pour répondre à la main tendue de M. Macron. Bon. Si elle-même, elle aussi le dit, Élodie Melzarek, cette logique-là, on l'entend de plus en plus. Ça devient un rouleau compresseur là, dans les débats, même dans les prises de parole politiques. Tout à fait. C'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est jusqu'où ça va faire le jeu du Front National. Puisque, en fait, c'est vrai que, bon, en tant qu'expert, on voit bien les différences, les positionnements idéologiques qui sont différenciants. Mais vu de loin... Enfin, franchement, en termes de code, de ce qui est utilisé, c'est-à-dire les couleurs, les postures, la gestuelle du corps, même le cursus, c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu tous. Et de fait, voilà, il y a un rassemblement là qui s'effectue et qui est plutôt cohérent. Première inquiétude, c'est qu'effectivement, s'ils se ressemblent tant, parce qu'ils ont les mêmes parcours de vie, parce qu'ils ont les mêmes systèmes de pensée, jusqu'où va aller le renouvellement? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Et puis, qu'est-ce que c'est aussi que cette façon, alors on en parlera certainement après, mais de se prêter les mots. Alors, voyez, on avait vu pendant la campagne qu'Emmanuel Macron prenait par exemple le mot patriote, qui était jusque-là beaucoup utilisé par Marine Le Pen, et puis on les voyait comme ça au fur et à mesure de la campagne s'échanger les mots
impôts pour occuper des territoires. Mais ça, c'est désastreux parce que c'est aussi une façon de participer à la vacuité du langage politique et c'est aussi ce qui fait que les gens n'adhèrent plus à ces systèmes de représentation. Donc là, il y a un gros point de vigilance. Il y a déjà une première alarme, même une deuxième qui a été lancée. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les partis vont faire? Comment ils vont se mobiliser pour lutter contre justement... C'est exactement à cela où je voulais en venir, Bruno Dive, puisque depuis tout à l'heure, vous nous dites finalement, il y a cet attelage qui marche bien dans le gouvernement entre hommes de gauche, il y en a, et hommes de droite. Eh bien, c'est un formidable plateau qui est servi à Marine Le Pen. C'était l'ancien UMPS, et là, il est flagrant, là. Ben, ça a toujours été le discours de ceux qui disaient qu'il ne fallait pas de gouvernement d'union nationale ou de grande coalition. Ça avait été l'un des arguments de Jacques Chirac en 2002 pour ne pas élargir à la gauche son gouvernement, alors qu'il avait été réélu avec la gauche, parce qu'il disait qu'il ne faut pas c'est faire le jeu du Front National. On peut aussi considérer le discours inverse, et je crois que c'est la démarche d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, c'est de dire qu'il vaut mieux unir en tout cas les gens, disons, raisonnables ou modérés de chaque camp, pour faire passer un certain nombre de réformes essentielles afin que le pays aille mieux, et c'est la meilleure manière. Il faut que ça marche. Et pour que ça, si il faut marche que ça marche. Pas, alors ça, évidemment, quelle est l'alternative? On jugera sur pièce. C'est en effet un grand risque. La meilleure moyen de faire reculer les extrémistes, parce qu'il n'y a pas que le Front National, mais le Front National surtout, c'est en effet de mener une politique qui réussit, qui crée de l'emploi, qui relance la machine économique, qui réduit les inégalités, etc. Mais si ça ne marche pas, si ça se fracasse, effectivement, l'alternative, on le voit, ce sont les extrêmes. C'est d'ailleurs un c'est le discours de Laurent Wauquiez. Le chiffon rouge, oui, mais pas seulement. François Baroin, au sein des Républicains. François Baroin en a parlé ce dimanche, Jean-Daniel Lévy et Michel Hervoy, en disant attention, on ne peut pas gommer comme ça, annihiler l'opposition totalement. Il faut une opposition, ça dure déjà depuis des années et des années. Il faut qu'il y ait cette opposition solide, parce qu'il pense à une alternative. Bien sûr, c'est logique qu'il anticipe un échec d'Emmanuel Macron, mais alors je pense, mais pour des raisons sans doute différentes des siennes, qu'il faut effectivement des partis intermédiaires entre le Front National et En Marche et entre les Insoumis et En Marche, parce que sinon on va aboutir à quelque chose de complètement stérile. L'intérêt du débat parlementaire, c'est qu'il puisse y avoir à certains moments des majorités un peu différentes. C'est qu'il puisse y avoir des apporteurs d'idées. Une émulation. Une émulation. Si la règle du jeu, c'est je vote contre tout et les autres, je vote pour tout, je veux dire, quel est l'intérêt du débat politique? Donc je pense que, et ce ne serait pas sain, en cas d'échec, qu'il n'y ait pas d'opposition social-démocrate à gauche et de droite modérée. Jean-Daniel Lévy, je vous laisse réagir justement sur la droite. On va écouter les propos du sénateur Les Républicains, Gérard Longuet. C'était tout à l'heure sur notre antenne. La différence profonde entre la démarche des Républicains que François Fillon a portée, mais que les Républicains soutiennent, c'était diminuer la dépense publique pour pouvoir diminuer effectivement les impôts. Rien de cela dans le programme aujourd'hui du président Macron. Et d'ailleurs, Édouard Philippe n'a pas convoquer le Parlement pour expliquer à l'Assemblée et au Sénat quel était son programme. Alors la baisse des impôts, dites-nous Jean-Daniel Lévy, est-ce que dans une campagne législative, dans ce scrutin-là, est-ce que ces arguments sont vraiment audibles, tangibles? Donc pour La République En Marche, on a compris, c'est la hausse de la CSG. Pour les Républicains, ce n'est plus d'ailleurs ce discours sur l'effort et le redressement de la France, c'est la baisse des impôts. Est-ce que les électeurs, les citoyens, ils sont sensibles? Alors, sur ce sujet, oui, je pense. Sur le principe, oui. Enfin, voilà, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des circonstances, il y a des moments où on a des citoyens qui peuvent être plus ou moins perméables ou sensibles à ces arguments. On peut se rappeler, par exemple, si je prends les élections municipales, qu'en 2008, ça avait été un grand thème de bataille de la part de la droite. Ça avait été également le cas au cours des élections régionales de 2010, c'est que ça n'avait pas porté ses fruits. Depuis quelques années, élections municipales de 2014, élections régionales de 2015, là pour le coup, ça a eu un vrai effet et ça a participé notamment à une remontée de la droite. C'est pas le seul aspect, mais en tout cas, sur une dimension qui était une dimension extrêmement locale. Là, ce qui est frappant, c'est que ce discours, sur le principe, peut être entendu, mais en même temps, il n'est pas accolé à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les électeurs n'ont pas le sentiment qu'avec Emmanuel Macron, il y aura une augmentation des impôts ou que si jamais demain la droite devait devenir majoritaire à l'Assemblée nationale, il y aurait de manière mécanique une évolution à la baisse des impôts ou en tout cas de la pression fiscale. Pourquoi ?
Parce que non seulement, quand on écoute bien le discours d'Emmanuel Macron, ça n'a pas été un de ses axes centraux de débat. Il a parlé de la CSG, mais ce n'est pas toujours extrêmement audible en termes de perception de la part des individus. Et puis, quand vous écoutez aujourd'hui ce qu'a dit la droite, il y a quand même une évolution considérable de son projet entre celui qui était porté par François Fillon et celui qui est porté dans le cadre des élections législatives, et que les Français n'ont pas encore eu le temps de complètement maturer la perception de ce débat. Alors, il y a 3 semaines, peut-être qu'il y aura une évolution qui se produira chez les Français, mais en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'aujourd'hui, cette thématique, quand même, vous l'avez dit en souriant, touche forcément chacun d'entre nous, n'imprègne pas, ou en tout cas ne constitue pas un enjeu majeur de motivation de vote. On vote d'ailleurs, et c'est assez surprenant, plus autour de dimensions de valeur que dimensions de fond politique. Et le premier aspect de vote, c'est l'honnêteté. Ça n'a jamais été une thématique centrale de campagne, ça n'a jamais été une thématique de motivation principale de vote. Et pour la première fois, les électeurs disent, quitte à aller jusqu'au bout de l'exercice, allons-y, même dans le cadre des élections législatives, et faisons en sorte que l'honnêteté soit présente aux yeux des différents candidats pour lesquels on pourrait être amené à voter. C'est intéressant parce qu'effectivement, par rapport à ce que vous dites, il y a des mots étiquettes comme ça qui fonctionnent très bien. Donc baisse des impôts, emploi aussi. Et bien lui, dans sa campagne, Emmanuel Macron, c'était un des rares qui n'avait pas un onglet emploi bien spécifique. C'était plutôt une vision qu'on voyait de manière tout à fait transversale dans d'autres types de projets. Donc effectivement, il a moins marqué son territoire avec des étiquettes comme ça qu'on pourrait lui accoler avec une vision un peu plus englobante. Certains, ça pourrait être une ambiguïté qui devient une force aujourd'hui, alors, dans cette campagne-là. Allez-y, Bruno Dive. Oui, non, je crois qu'il y a une des grosses difficultés de la campagne de la droite, enfin quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est justement ce changement de programme en cours de route. On nous a expliqué pendant toute la campagne à la fin de la campagne de François Fillon, que le problème, lui-même l'a d'ailleurs reconnu quand il a dit si vous ne m'aimez pas, au moins soutenez-moi. Et tout le monde expliquait que le problème, c'était le candidat, mais qu'il avait par contre un programme formidable. Là-dessus, le candidat est éliminé, et on pensait que la droite allait repartir en campagne avec ce programme formidable, et pas du tout. On présente un programme un peu édulcoré, assez basique finalement, et je crois que c'est pas très bon de changer de projet ou de pied comme ça au milieu du gué. C'est un peu ce qu'avait fait Marine Le Pen. Ils ont perdu s'ils n'avaient pas changé avec un projet qu'ils avaient fait. Marine Le Pen, elle a changé de pied sur l'euro entre les 2 tours, et ça a été catastrophique. Donc je crois qu'en effet, ils ont perdu, ils se sont dit que c'était peut-être aussi à cause du programme, et je crois qu'ils ont un petit peu raison. Et puis je voudrais réagir, juste après je cède la parole, sur l'honnêteté. Je crois que c'est en effet une demande très forte. Gare à ce qu'il n'y ait pas non plus de scandale qui éclabousse soit des ministres, soit le mouvement En Marche d'ici les législatives, parce que là ça pourrait être très fâcheux. Surtout que le mouvement En Marche, on parlait d'espérance. Enfin, il y a quelque chose qui a été cristallisé autour de cette figure d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs son storytelling a participé de cette cristallisation de quelque chose qui est de l'ordre du renouvellement, de l'authenticité, de la transparence. Effectivement, on le disait quand on assistait au meeting d'Emmanuel Macron, il y avait quelque chose de très joyeux, de très gai, quelque chose de très envolé comme ça. Mais effectivement, c'est ce type de programme où les valeurs sont assez utopiques, assez bienveillante, etc., le retour à la réalité peut être très difficile. Donc effectivement, les mois qui vont venir vont être déterminants. Déjà, vous pointez peut-être des difficultés sur ce plan-là. En tous les cas, on suivra cela. Oui, Michel Lervoy. Non, je voulais juste ajouter que factuellement, en plus, pour la droite, c'est extrêmement difficile, parce que ce qui était dit là tout à l'heure est assez faux. Dire qu'il y a une augmentation de la CSG, d'accord, mais elle est le pendant d'une baisse des cotisations sociales familiales. Donc il faut dire les deux en même temps, et je pense qu'ils pour tous, vraiment, pour les retraités les plus modestes, comment ça va se passer? De la CSG, elle augmente pour les retraités élevés. Pour les retraités élevés. Sachant qu'ils votent beaucoup, ça peut être le bas qui blesse pour eux. Et qui votent beaucoup pour Emmanuel Macron. Mais oui. Mais ça, il l'a dit en meeting. C'est aussi un discours qui est entendu, je crois, dans cette catégorie de la population, qu'après, il y a une solidarité qui devient nécessaire entre les générations, c'est-à-dire entre les plus âgés, qui sont quand même plus généralement. Mais quand vous avez une retraite à peu près à 1 200 €, est-ce que vous pensez à cette solidarité? Ceux-là ne sont pas concernés. Et c'était ce qui est intéressant d'ailleurs dans les meetings où il expliquait ça, où il y avait les 2 générations, effectivement, ces 2 publics, et il disait aux plus anciens, donc qui sont des épargnants, des retraités, en disant vous paierez peut-être quelques dizaines d'euros en plus, mais si c'est pour le bien des jeunes qui sont là, si c'est pour permettre qu'un allègement des charges leur donne du travail,
soyez solidaires. C'était en gros ça le message. Lévy, soyez solidaires entre générations. Il y a deux aspects, je crois, qui sont importants. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est quand même face à des citoyens et pas face à des consommateurs lorsqu'ils votent. Donc, c'est-à-dire que la défense de l'intérêt général, même si on ne tire pas forcément un bénéfice à caractère personnel, prévaut dans les motivations de vote. Donc on ne va pas uniquement avoir une forme de vote utilitariste en disant qu'est-ce que j'ai à gagner potentiellement, qu'est-ce que je peux avoir à y perdre. Le deuxième aspect, c'est que quand on a une projection positive à l'avenir, on est prêt à faire un investissement. Et on est prêt à faire un investissement que ce soit pour soi, pour ses enfants, ou que ce soit de manière générale pour la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas très éloigné de ce qui avait été une des motivations de vote, même des catégories les plus aisées, en 2012 à l'égard de François Hollande, où ils avaient bien globalement l'impression qu'ils allaient quand même devoir avoir leurs impôts qui allaient augmenter. La difficulté de François Hollande, c'est que la confiance a été rompue. Et que vu que la confiance a été rompue, et vu que les Français se sont dit, on voit bien les augmentations d'impôts, mais on ne voit pas précisément ce à quoi ça sert, on est passé de la perception d'un investissement à la perception d'une dépense. Et là, c'est devenu absolument dramatique, et on a vu que c'était un des points extrêmement sensibles de l'opinion, même de gauche, à l'égard de François Hollande. Donc un des ressorts de soutien qui va perdurer à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est la confiance, c'est la lisibilité de l'action politique qui peut être entreprise, et la lisibilité de la dépense publique qui, si elle donne le sentiment qu'elle part vraiment sur un investissement, ne suscitera probablement pas de tension extrêmement forte. Si au contraire on a le sentiment que c'est dilapidé, là le retour de bâton risque d'être assez violent. Oui, je suis d'accord, mais les augmentations d'impôts étaient excessives sous François Hollande et elles n'avaient pas de sens. Alors qu'ici, il me semble que s'il y en a, elles ne sont pas élevées. Et effectivement, Emmanuel Macron a un souci pédagogique de donner Attendant tout le quinquennat pour voir sur les hausses d'impôts, il y a toujours des surprises dans ce domaine-là. On en a eu, les deux précédents quinquennats. Le pouvoir n'est pas encore installé, donc on parle à l'instant T. Pas de procès d'intention, effectivement. Mais sur le plan de la dépense publique aussi, il y a des choses fausses qui sont dites, parce que Emmanuel Macron fait de l'économie de dépenses publiques. Il fait 60 milliards dans son projet d'économie de dépenses de fonctionnement. Et alors, à côté de ça, il fait de l'investissement public. C'est-à-dire, il modifie la structure de la dépense publique, ce qui est très intéressant, parce que d'un côté ça pèse et de l'autre ça rapporte. On va revenir au cœur vraiment de cette bataille des législatives, et puis on va poursuivre notre tour d'horizon des différents partis et s'intéresser à un parti est-il en voie d'effacement? C'est le Parti socialiste, et on va écouter ce qu'en dit Julien Drey. Terrible. Moi, je pense que quand on est socialiste, on dit qu'on est socialiste. Je pense que nos concitoyens savent qui est qui, et ne pas mettre le point à la rose, c'est dire quelque part qu'on est gêné par son appartenance. Quand on est socialiste, on s'assume socialiste. On peut reconnaître ses erreurs. On peut reconnaître qu'il y a eu des choses qui n'ont pas forcément bien marché. On peut aussi défendre ce qui a bien marché. Parce que c'est pas honteux de défendre ce qui a bien marché. Quand on regarde ce qui se passe en matière de chômage, notamment, quand on regarde ce qui se passe en matière d'éducation. Mais quand on commence à cacher son cycle, vous savez, les gens se disent, mais pourquoi ils sont gênés? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on va réagir à ces propos, mais d'abord, je voudrais qu'on s'intéresse à la stratégie vraiment sur le terrain. Élodie Milzarek, vous qui êtes sémiologue, vous êtes spécialiste en communication verbale et non verbale, on va voir deux affiches, tout simplement, des affiches de campagne. On va voir celle de Marisol Touraine, la voici. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez sur cette affiche ? Alors c'est vrai que généralement les affiches législatives, elles sont un peu plus originales, il y a un peu plus de créativité, disons, que les affiches présidentielles. Là, ce qui est intéressant, c'est l'apparition d'un nouveau code chromatique qui est le jaune. On avait eu avant le violet, et puis le orange avec Bayrou qui avait fait son entrée. Là, le jaune, c'est une certaine nouveauté. Et puis surtout, voilà, on voit bien que la couleur de ralliement, ça va être le bleu. Alors pas le bleu institutionnel du drapeau français qui est plus foncé, mais cette espèce de bleu clair. Le capal au rose du PS, apparemment. Pas du tout. Mais ce qui était fou, c'est que même pendant la campagne, c'est-à-dire que le seul qui était légitime à utiliser la rose, qui était Benoît Hamon, mais c'est un symbole qu'il n'a jamais utilisé, même au sein de ses affiches. Et par contre, la rose, elle était bien présente, mais dans le camp de Marine Le Pen, puisque c'était la rose, et elle était toute bleue à ce moment-là. Et tout à fait. Et puis elle a fait que ça, de reprendre les codes d'ailleurs du PS, les citations à Jaurès, le nom du peuple, la salle François Mitterrand, la bibliothèque qu'il y avait derrière dans son affiche de campagne. Tous ces symboles-là montrer qu'elle les avait bien récupérés, mais en même temps, ils ont été abandonnés. Donc, Mais c'est assez incroyable pour ces hommes et ces femmes de gauche, Bruno Dive, d'effacer presque leur appartenance et leur histoire, leur conviction, peut-être aussi quelque part, quand le PS disparaît. Déjà, alors Marisol Touraine, là qu'on vient de voir, est dans une situation particulière puisqu'elle est
candidate du PS, mais elle n'a pas de candidat En Marche contre elle. Elle fait partie de ces chanceux. Voilà, il y en a beaucoup. Ce qui est d'ailleurs étonnant parce que elle symbolise à mes yeux quand même l'une des réformes qui a exaspéré les Français, en tout cas les médecins, et qui a amené sans doute pas mal de gens à voter pour Emmanuel Macron. C'était la mise en place du tiers payant généralisé, qui est une réforme quand même éminemment bureaucratique, enfin et donc je suis étonné que les gens de chez Emmanuel Macron la ménagent autant. Bon, c'est peut-être l'influence de Benjamin Griveaux qui a été son conseiller au début du quinquennat, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que donc elle n'a pas intérêt en ce moment, alors qu'elle a la chance d'avoir donc le soutien d'En Marche, de mettre en avant sa candidature, son appartenance socialiste. Cachez-moi cette étiquette que je ne saurais voir. Et il y a beaucoup de candidats socialistes qui, eux, ont un candidat En Marche face à eux, mais qui ne revendiquent pas non plus cette étiquette, soit parce qu'ils auraient aimé ne pas avoir de candidat En Marche face à eux, ça aurait été plus facile, soit tout simplement parce qu'ils considèrent en effet, comme ça vient d'être expliqué, que ça n'est plus une étiquette porteuse, et on est dans un risque, il y a un risque d'effacement. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé le soir de la constitution du gouvernement, je crois que ou de la nomination d'Édouard Philippe, je ne me souviens plus. Les journaux télévisés de 20h ont interviewé vous savez, on fait toujours les réactions de l'opposition. Ils sont allés voir le Front National, la France Insoumise, les Républicains, et il n'y avait pas de réaction du Parti socialiste. Vous pouvez voir un signe, selon vous. Pourtant, Jean-Daniel Lavie, on pourrait penser que la nomination d'Édouard Philippe aurait provoqué un électrochoc pour le PS. Même, voilà, ça pouvait les réveiller, avoir de la matière pour critiquer un gouvernement qui est mené par un homme de droite. À Bercy, c'est quand même une politique de droite, menée par deux hommes de droite, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, et non rien. L'électrocardiogramme est plat, désespérément plat. On aurait pu effectivement s'attendre à cela, et puis on aurait pu se dire que, d'une manière générale, une partie des électeurs socialistes avaient voté soit pour Emmanuel Macron, soit pour Jean-Luc Mélenchon, autour de raisons qui étaient des raisons différentes. Voter pour Emmanuel Macron pour éviter un duel entre François Fillon et Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Voter pour Jean-Luc Mélenchon autour d'une forme de fierté et d'identité de gauche. Et que, une fois qu'on revenait aux choses sérieuses, entre guillemets, c'est-à-dire aux élections législatives, on se tournait vers son candidat, vers le candidat socialiste et vers une personnalité qu'on arrivait à identifier. Alors, le premier aspect, c'est que notamment du fait du renouvellement de l'offre politique, il y a moins de candidats socialistes, même qui se présentent à nouveau devant le suffrage des Français. Habituellement, il y a 100 députés qui ne se représentent pas d'une législature sur l'autre. Là, il y a au moins 211 députés qui ne sont pas à nouveau candidats, et ça touche notamment une partie du Parti socialiste. Et puis le deuxième aspect, c'est que les électeurs socialistes aujourd'hui n'entendent pas le Parti socialiste. Alors, ils ne l'entendent pas peut-être de manière objective parce qu'ils ne sont pas toujours interrogés, mais également que la ligne politique qui est proposée par le Parti socialiste aujourd'hui ne leur apparaît pas comme étant suffisamment claire et suffisamment audible pour pouvoir trouver une motivation de vote suffisante. En gros, on n'est pas tout à fait en désaccord avec Emmanuel Macron, mais on est prêt à lui donner sa chance. Les électeurs déclarent qu'ils ont l'intention de voter pour En Marche. On est fondamentalement opposé à Emmanuel Macron, et donc dans ce cas-là, il y a un bulletin de vote France Insoumise qui se présente aux électeurs, et ce d'autant plus que la formation France Insoumise est présente sur la quasi-totalité du territoire en son nom. Donc on trouve des messages qui sont des messages clairs d'un côté, de soutien ou de laisser un peu sa chance au président nouvellement élu, ou éventuellement d'opposition frontale. Mais entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, point d'espace politique pour le moment, point de salut pour le Parti socialiste, Michel Leroy. Pour le moment, le logo, l'image du Parti socialiste, effectivement... Même si le nom pourrait changer, selon Jean-Christophe Cambadélis. Non, mais tout est défavorable à ceux qui voudraient l'arborer, quoi. Parce que c'est synonyme d'un échec, d'un quinquennat qui a mal fonctionné, et aussi parce que, vous le disiez, même Benoît Hamon n'a pas utilisé l'image du PS. En plus, le PS a changé de programme, ils n'ont pas repris celui de Benoît Hamon, comme à droite. Donc cette étiquette ne veut plus rien dire. C'est quoi le contenu? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc ça n'est pas portable, si je puis dire. Donc c'est pour ça que la question de la refondation et de la redéfinition d'une doctrine et d'une stratégie, à mon avis, en partant des territoires, elle est posée de manière là vaste très chantier urgente. quand même. En tous les cas, pour ce scrutin législatif, c'est déjà trop tard. Oui. Ils n'attendront pas. Eux veulent atteindre au moins le score de Benoît Hamon. Il faut un groupe quand même. Il faut quelques années pour reconstruire
une gauche social-démocrate. Ces mots-là, pour conclure, Élodie Milzerek, refondation, reconstruction, etc., on les dit comme dans un claquement de doigts, mais il faut des années pour reconstruire une idéologie, des idées, un corpus, etc., surtout après une aussi lourde défaite. Oui, alors c'est assez juste ce que vous dites et en même temps, l'accélération du temps, hein, c'est un magnifique ouvrage du sociologue Hartmut Rosa qui montre que de toute façon les choses vont de plus en plus vite et de toute façon on va en reparler là, mais c'est vrai que le fait que le Front National soit déjà dans une démarche de dire effectivement il y a des départs, il va falloir reconstruire, etc. Eux on sent qu'ils sont déjà dans cette logique de reconstruction pour dans 5 ans et effectivement là il y a un état qui est un peu catastrophique du PS mais aussi des Républicains, on en a moins parlé, mais de fait, Emmanuel Macron a aspiré toutes ces forces politiques qu'il y avait autour de lui. Donc il y a des chantiers qui sont en cours, mais ça peut être très rapide. Regardez Emmanuel Macron, il y a 5 ans, on ne savait pas qui c'était. Ah oui, si vous écoutez, les socialistes vont avoir de l'espoir ce soir. En tous les cas, merci pour cette analyse, ce débat, de ce paysage politique. C'est déjà une course électorale, une nouvelle qui est engagée. Merci à vous. Et la suite de votre émission sur un autre sujet, c'est la loi pour la moralisation de la vie publique. Alors les Français, ils sont, je le dis sous votre contrôle, Jean-Daniel, très largement favorable. Absolument. À combien ? Plus de 70%. Voilà. Mais jusqu'où faut-il aller? C'est une question qui se pose. Et bien sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants l'essayiste et académicien Jean-Marie Roire au sociologue Michel Vievorka. A tout de suite. Nous allons gagner. Si vous n'êtes pas capable d'avoir autour de vous des personnalités du monde du spectacle, c'est que vous n'êtes pas capable de rassembler. Je suis chanteur énervant, je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. Nous avons tous en nous quelque chose de Jackson. C'est féroce soldat. Sarkozy, pour moi, c'est le mec de la chanteuse. C'est pas. C'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il... Il y a un certain flou chez les artistes parfois. Ils ne sont pas tous totalement rigoureux. Et par ailleurs, on peut les penser parfois comme étant de gauche alors qu'ils sont de droite. Présidentielle, une épreuve d'artiste, jeudi à 22h30 sur Public Sénat. Blois, 47 000 habitants. C'est ici que nous avons choisi de poser notre caméra pour l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle 2017. Pendant 2 semaines, nous avons suivi plusieurs électeurs. Qu'il soit au 2e tour, on n'en a jamais douté. J'attends du changement, j'attends la suite. On défend une idéologie démocratique, on ne défend pas une idéologie haineuse et des... On n'est pas des haineux. Messieurs, dames, dimanche, votre choix pour dimanche. Je voterai Macron au 2e tour, bien sûr. Macron sera élu, mais sans ma voix. Je m'en voudrais si Marine Le Pen passe présidente et que je me suis abstenu ou que j'ai voté blanc. Bien sûr qu'on a peur de l'abstention, puisqu'encore une fois, une partie des électeurs soit voteront blanc, soit s'abstiendront. Présidentielle en action, demain à 17h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission. On va plus loin pour évoquer à présent l'un des chantiers importants de ce quinquennat, une loi pour la moralisation de la vie publique. Alors jusqu'où faut-il aller? Certains parlementaires sont divisés, mais pour les Français, il n'y a pas photo. Il y a urgence à légiférer et encore plus. Alors nous allons en parler avec nos invités ce soir. Le sociologue et auteur Michel Vievorka, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marie Roire nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Académicien, journaliste et essayiste. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur cette journée de consultation en vue d'élaborer cette loi de moralisation de la vie publique. On voit tout cela avec Samia Dechir. C'est le premier gros chantier du gouvernement, la moralisation de la vie publique. Et pour frapper vite et fort, François Bayrou a fait appel au chevalier blanc des dépenses publiques, René Dosière. Sur la table, 12 mesures pour redonner confiance aux Français. Parmi elles, l'interdiction des emplois familiaux par les élus, mais aussi le durcissement des conditions de financement des partis politiques, la limitation du nombre de mandats des élus, pas plus de 3 successifs pour les parlementaires et 2 pour les exécutifs locaux, ou encore la suppression de la réserve parlementaire, une dernière proposition qui fait grincer des dents. Il reviendra à François Bayrou de trancher sur ces propositions qui ne sont pour le moment qu'un élément parmi d'autres, car le nouveau ministre de la Justice consulte aussi des associations de lutte contre la corruption. En tout cas, il l'a promis, il rendra sa copie avant le premier tour des législatives le 11 juin prochain.
Voilà, et quand on évoque les récentes affaires, mais juste des dernières semaines ou des derniers mois, Michel Vivorca, on a le tournis. Penelope Gate, emploi fictif du Front National au Parlement européen, démission de Bruno Le Roux. On peut comprendre qu'une autre loi, ce n'est pas la première, de moralisation de la vie publique, soit indispensable, nécessaire. Oui, on peut le dire autrement, mais c'est ça. Je ne vois pas qui pourrait s'opposer nettement à une telle loi. Donc elle va faire une sorte de consensus. J'ajouterais par rapport à ce que vous venez de dire, à la petite liste que vous nous avez proposée, le Front National, c'est un peu spécial. Parce que ça n'a pas particulièrement gêné Marine Le Pen pendant sa campagne, ni son parti, que d'avoir ces casseroles qui étaient quand même extrêmement graves. Donc l'électorat n'est pas homogène forcément, ou n'est pas constant forcément. On peut être électeur du Front National, ne pas être gêné par les problèmes de Marine Le Pen, et trouver scandaleux ce qui est arrivé avec François Fillon. Donc voilà, c'est un paysage un peu contrasté, mais vous avez raison, dans l'ensemble, qui va s'opposer à une telle loi? Jean-Marie Roy. Oui, en effet, c'est une loi vraiment qui est idéale dans des circonstances d'unanimisme, comme ça, tout le monde est d'accord. On se dit, c'est formidable. C'est très bien pour ceux qui la lancent, parce que ceux qui la lancent se disent en même temps, c'est que nous, on est du bon côté, on est du côté des gens qui n'ont rien à se reprocher. Franchement, tout le monde est d'accord, et moi je trouve en plus tout le monde devrait être honnête, ça serait merveilleux, mais il ne faut pas quand même tomber dans l'angélisme, ni dans le moralisme. Et je crains que cet accent qu'on a pu mettre, qui touche beaucoup le grand public, c'est vrai, sur les emplois fictifs, mais il faudrait peut-être faire comprendre au grand public que ces emplois fictifs, moi je trouve ça un peu cocasse que ce soit maintenant qu'on légifère sur le Parlement, qui quand même, en matière de légiférer, c'est lui qui légifère toutes nos lois. Et donc on va leur donner des conseils pour dire comment il faut se comporter. Je trouve ça un peu étrange. Moi je crois qu'il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt, qu'on ne voit pas les éléments de corruption qui sont énormes, que révèle la Cour des comptes. Mais c'est bien plus important qu'un emploi fictif, qu'un costume ou qu'une femme qui a un travail fictif. D'autant plus que ce travail fictif, je me demande s'il sera condamné, si ça sera vraiment, s'il n'y aura pas un non-lieu. Mais donc, les vraies questions, c'est la Cour des comptes qui les révèle, c'est quand même les décisions politiques qui entraînent des pertes astronomiques, si vous voulez, les ventes d'armes, les multinationales. Il y a vraiment énormément de lieux qui échappent complètement à cette loi et où il y a vraiment des corruptions énormes. Ben on est assez d'accord. On est assez d'accord. Et deux remarques que je me fais en vous écoutant. La première, c'est que les gens qui demandent trop de morale, il faut peut-être être un peu soupçonneux. Moi, j'ai connu, à une époque où je m'occupais d'un journal, j'ai connu quelqu'un qui parlait de déontologie à longueur de journée, jusqu'au jour où cette personne est partie en volant le fichier des abonnés de la publication en question. Ceux qui veulent laver plus blanc que blanc. Donc voilà. Et puis on sait très bien que, je sais pas, les lords anglais qui parlaient de moralité en matière de mœurs, c'est qu'on retrouve étranglés avec des sous-vêtements féminins autour du cou. Enfin, oui, ça, c'est notre sujet. C'est encore un autre thème. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi à être prudent. Et puis surtout, le problème de ce qu'on peut appeler la morale en politique, et je ne rentre pas dans les thèmes que vous adoptez, que vous évoquez, qui sont très importants, les ventes d'armes, l'attitude de la France jusqu'ici avec l'Arabie Saoudite, on met la Légion d'honneur à des gens qu'on soupçonne par ailleurs de... Le financement des otages, etc. La libération des otages. Voilà. Donc, mais il y a un problème beaucoup plus limité qui touche beaucoup plus directement à cette loi. On ne moralise pas par la loi, on ne moralise pas la classe politique entièrement par la loi. Quand un parlementaire, un député, quand un ministre, un personnage politique important dit un jour une chose et le lendemain le contraire, moralement, ça va pas. Non, toutes ces décisions qui sont faites par les conseils régionaux, tous ces ronds-points qu'on voit, ça vous a pas frappé, cette multiplication des ronds-points dans les campagnes? Qu'il y a du gaspillage. Mais c'est pas du gaspillage, attention. Je vous donne un exemple. Ah non, ça serait trop joli de voir là du gaspillage. Comment vous l'appelez? Ben non, il y a des liens incestueux entre beaucoup d'élus locaux et les travaux publics. Mais ce que vous dites, Jean-Marie Roy, n'empêche pas quand même de faire cette loi de moralisation de la vie publique. Ça n'empêche pas, c'est très bien, ça fait très bien dans le paysage. C'est excellent et en plus politiquement, c'est très bon parce que ça ne pose pas de problème. Ça évite de parler des choses vraiment embêtantes, la sécurité, l'immigration, toutes ces questions qu'on garde après les élections. Moi, je voudrais vous raconter simplement une anecdote que je trouve très éclairante, qui n'est pas très politiquement correcte. C'est celle de Napoléon. Quand il a remplacé Talleyrand. Vous savez que Talleyrand est un homme très corrompu, mais
Napoléon, ça lui était complètement égal. Il s'en est séparé à un moment pour des raisons, à cause du blocus continental. Il l'a remplacé par Champagny. Et ce Champagny, ministre des Relations extérieures, a fait une déclaration. Cette déclaration a fait un tohu-bohu terrible. La bourse s'est effondrée. Il s'est précipité aux Tuileries. Il s'est mis à genoux devant l'empereur. Il lui a dit « Je suis désolé. J'espère qu'au moins vous ne croyez pas que j'ai agi par malhonnêteté. » Et Napoléon lui dit « Je l'eusse bien préféré. » Car la malhonnêteté a des limites. Si je peux me permettre, la malhonnêteté a des limites, la bêtise n'en a pas. Alors, je vais vous ramener vraiment vers un tout autre exemple et une actualité. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rapprocher? Et est-ce qu'il faut se rapprocher, Michel Vivorca, des standards comme en Europe du Nord? Exemple, en Norvège, on peut consulter, nous, citoyens, le patrimoine, mais aussi les impôts payés par la classe politique. Et dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est anormal, eh bien, vous pouvez saisir ou en tous les cas demander ce qu'il en est de la part de votre élu, de ce responsable politique. Est-ce que vous pensez qu'il faut tendre vers ce modèle-là? Écoutez, on nous dit qu'on tend vers ce modèle-là parfois. On nous dit, Régis Debray, qu'on tend vers le modèle américain, qui est quand même assez différent sur les thèmes qui nous occupent. Non, je crois que si vous prenez ce thème de l'argent, les Français ont un rapport très singulier à l'argent. Vous ne demanderez jamais à quelqu'un combien tu gagnes, et encore moins combien vous gagnez. C'est des choses qui ne se font pas. Dans d'autres cultures, ça va de soi. Si vous regardez les pays scandinaves que vous venez d'évoquer, c'est pas seulement qu'on peut aller voir combien gagne tel ou tel personnage politique, mais c'est que le personnage politique, il vient au bureau, en voiture ou en bus. Les gares à tout écart. S'il déjeune au restaurant avec son épouse paye son repas, ou en tout cas il ne paye pas son repas, etc. Donc c'est un rapport différent à des fonctions politiques et à l'argent. Puis ça n'a rien à voir avec la sacralisation de l'État qui est en France. En France, on a une monarchie élective, on a un président qu'on considère comme un monarque, et je dois dire, le nouveau président, M. Macron, veut redonner justement du lustre à cette fonction, donc ça n'a strictement rien à voir. D'autant plus qu'en France, très souvent, ces réformes s'accompagnent d'un mouvement égalitariste, d'un mouvement partageux. Il y a un côté, il faut faire très attention, parce que l'égalité en France, c'est un sujet explosif. Et que depuis la Révolution, c'est vrai qu'il y a un mouvement pour dénoncer le voisin. Et d'ailleurs, il y a même des rétributions. Quand les gens vont dénoncer au fisc un certain nombre de personnes, il y a une rétribution. Moi, je crois que c'est très malsain, de développer, en France en tout cas, de développer la dénonciation. Y a-t-il pas justement un équilibre à trouver, une alchimie vraiment, ce point de bascule entre ce que vous dites, Jean-Marie Herouard, et personne ne veut de ce genre de société de la délation, parce qu'il faut l'appeler ainsi. Et puis de l'autre côté, Michel Vivorca, quand on voit le dernier baromètre Cevipof, ils sont, je crois, plus de 70% des Français à penser que leur classe politique est corrompue. Et ils y mettent des élus qui gagnent souvent peu, qui sont sur le terrain, des petits maires, etc., qui n'ont rien à voir parfois avec ceux à qui on reproche vraiment des affaires, des sales affaires souvent. Écoutez, c'est vrai, et il faut quand même là aussi être prudent. C'est vrai qu'un très très grand nombre d'élus sont des gens qui ne touchent pas un centime, qui sont des adjoints, qui sont des élus qui font le boulot dans les conseils municipaux. C'est pas toujours drôle, c'est pas toujours facile, et c'est des saints parfois. C'est vrai. Mais y compris dans des petites communes, vous avez aussi des élus qui cumulent. C'est un thème dont il faut peut-être dire un mot. Si vous êtes le maire d'un petit village, vous avez une toute petite indemnité. Mais après, vous êtes peut-être membre du syndicat des eaux, du syndicat du ramassage des ordures ménagères. Et tout ça mis bout à bout, ça commence à faire des sommes plus importantes. Et donc la moralisation que certains peuvent souhaiter, c'est peut-être d'éviter, non pas tant le cumul d'ailleurs des fonctions ou des mandats, que le cumul des rémunérations. On pourrait très bien imaginer, si on veut vraiment moraliser intelligemment, je trouve, des formules du genre, tu peux avoir plusieurs mandats en même temps, mais tu n'as la rémunération que de celui qui est le mieux payé. Oui, mais ça n'a quand même rien à voir pour les sommes engagées avec la gabegie, justement, des administrations locales qui commandent des tas de choses. Moi, je crois que là, alors, si on veut vraiment moraliser, il faut demander à la Cour des comptes, il faut que la Cour des comptes ait un pouvoir de sanction et d'application de ces recommandations. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut un audit, mettre en place un audit vraiment très important, voir là où ça pêche, et puis entamer une moralisation, mais alors là, beaucoup plus large, toutes les pratiques de l'État, des administrations. L'État lui-même ne donne pas l'exemple. Je vais vous donner un exemple. Le mobilier national. Vous savez qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui concerne le mobilier national, c'est-à-dire que le mobilier national, les ministres, les préfets ont des meubles qui leur sont prêtés, qui sont des meubles de prix, des meubles vraiment importants. Eh bien,
il y a 2000 de ces meubles qui ont disparu depuis 30 ans. Est-ce que vous croyez, qu'on a publié le rapport? Non. On préfère ne pas publier le rapport parce que ça mettrait vraiment au-dessous. Alors, il y a peut-être des gens qui se sont trompés, qui ont pris un meuble boule, ils croyaient que ça leur appartenait. Non, mais c'est pour vous dire l'hypocrisie dans laquelle on est. On va continuer à en parler en insistant quand même sur le Big Bang à venir par le non-cumul des mandats. On va quand même voir, parce qu'en matière de moralisation de la vie publique, ce n'est pas la première loi, loin de là. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans ce domaine, sur ce chantier? On voit tout cela avec Samia Dechir. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. C'est l'affaire Cahuzac, le plus gros scandale politico-financier du quinquennat Hollande qui va mettre sur les rails la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Créée un an plus tard, en 2013, ses missions visent à restaurer la confiance des Français envers la classe politique. Désormais, ministres et parlementaires sont tenus de lui fournir une déclaration d'intérêt rendue publique. Ils doivent également renseigner une déclaration de patrimoine consultable en préfecture et signaler tout changement de situation. La Haute Autorité veille au contrôle de ces déclarations. Leur non-respect peut exposer les élus à des sanctions. L'autre grande loi de moralisation de la vie publique du quinquennat sera adoptée un an plus tard, en 2014. Elle concerne cette fois le non-cumul des mandats. Entrée en vigueur cette année, elle interdit à un élu de cumuler des fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire. Michel Vivorca, on a parfois l'impression que tout commence avec ce quinquennat et avec la moralisation telle qu'elle va être lancée par François Bayrou. Bon, il faut reconnaître à François Hollande, et par les chocs qu'il a eu, Cahuzac et Thévenoud, qu'il y a eu déjà ces chantiers qui ont été lancés, cette loi qui a été réalisée. Oui, vous pouvez remonter un peu plus dans le temps. Aussi. Quand il s'agissait du financement des partis politiques, des choses considérables ont changé quand même. C'est très, très impressionnant. Donc je crois qu'il y a en permanence des chantiers qui s'ouvrent. Les mœurs se changent aussi. Ce qui était peut-être plus banal cesse de l'être. Les emplois dits fictifs dont on a beaucoup parlé à propos de François Fillon, je ne crois pas qu'on en aurait parlé il y a 15 ou 20 ans de cette manière-là. Donc il y a une sensibilité aiguë et il y a peut-être aussi derrière ça une attente dans la société, pas seulement de morale, mais une attente d'égalité. Parce qu'on n'en a pas entendu parler encore beaucoup, mais les parlementaires décident eux-mêmes de la façon dont vont fonctionner leur retraite, leur rémunération, etc. C'est assez choquant. Tous ces régimes spéciaux. Et donc, il y a peut-être aussi un climat de... Tout à l'heure, j'exagère un petit peu, enfin, je pensais un peu Saint-Just, vous voyez, un petit... Puisqu'on est en train de tout laver, est-ce qu'on ne ferait pas aussi laver tout ça de façon un peu rapide et un peu forte? Mais... quand même, je pense que cette loi qui nous est proposée, ça ne va pas être un tel événement et que ça va créer un climat plutôt favorable au gouvernement. Un mot pour celui qui va la porter, Jean-Marie Herouard, c'est François Bayrou. Vous vous souvenez, il avait fait de cette loi l'une des conditions de son ralliement. Et c'est un texte, il faut le rappeler, que le Premier ministre, Édouard Philippe, n'avait pas voté il y a un an. Donc lui, c'est un converti de cette loi de moralisation de la vie publique. Non, mais je crois que François Bayrou, c'est un vieux thème et il est tout à fait apte à porter ce terme. Mais je crains que ça ne puisse pas résoudre le problème de la classe politique et de l'opinion qui attend quelque chose d'autre. Il y a un décalage entre la classe politique qui s'est écartée des vrais problèmes des Français et elle essaie, à travers la moralisation, qui est un sujet, c'est vrai qu'il ne mange pas de pain, bon, tout le monde est d'accord, mais je crois qu'il y a des sujets plus graves qu'on évite de poser et que c'est ces sujets-là dans lesquels il faudrait entrer, et les hommes politiques doivent entrer s'ils veulent reprendre le contact avec le monde populaire. Oui, juste un mot, mais pour aller dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a une attente. Il y a le sentiment qu'une page a été tournée et qu'on a un nouveau dispositif, une nouvelle configuration politique. Il y a de l'espoir. Et quand on regarde la France vue de l'étranger, alors là, c'est très impressionnant. Dans le monde entier, il y a énormément de commentaires très, très positifs. Et donc, cette loi va donner une tonalité morale, mais ce qui va être attendu, c'est vraiment la capacité de ce nouveau pouvoir, surtout s'il remporte les prochaines élections législatives, c'est sa capacité à créer une dynamique de confiance, fin de la société de méfiance, une dynamique non seulement de confiance envers les hommes politiques, mais de confiance dans son propre pays, dans soi-même. Voilà. Il y a un espoir qui s'est ouvert. Je crois que personne ne peut le contester. On peut faire des critiques, mais enfin, il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a, à mon avis, un moral plus élevé. Et la morale va peut-être permettre d'installer un peu mieux l'effort de ce gouvernement pour aller de l'avant. Oui, moi je crois que ça sera surtout
bien sûr, la morale, c'est très très bien, mais surtout les réalités, les résultats. Et quand ce gouvernement va entrer dans le concret, c'est là que peut-être les difficultés vont commencer. Eh ben, il entre déjà dans le concret, justement. On va voir cela avec la revue de presse et on va la commenter ensemble, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a à la une de vos quotidiens demain? On va démarrer avec le Figaro. Et c'est la loi travail, le retour. Emmanuel Macron lance un chantier à haut risque avec une méthode, Michel Vivorca. Et demain, il va recevoir les partenaires sociaux. C'est ce qui avait été aussi fait sous le précédent quinquennat. Dites-nous, tout ce qui a bloqué là, il y a quelques mois, pourquoi ça aurait changé aujourd'hui? D'abord, il y a quelques mois, c'est une loi qui avait été mal préparée. Et donc, le gouvernement n'avait pas su trouver l'accord de la CFDT, qui ensuite a joué le jeu, mais peut-être un peu trop tard. Donc, il y a ça, premièrement. Deuxièmement, je pense que le gouvernement, que Emmanuel Macron a pris conscience de des problèmes du pays au cours de cette campagne, au cours de ces débats, au cours de toute cette période, et je pense qu'il a conscience qu'il ne peut pas passer en force. Et qu'il faut, même si ça prend la forme des ordonnances, mais les ordonnances, ça n'exclut pas le dialogue auprès, qu'il lui faut absolument trouver des terrains d'entente. Il y a plusieurs débats dans cette loi. Il y a la question du plafond ou non des décisions des indemnités prud'homales. Il y a évidemment l'organisation de la négociation, à quel niveau. Et moi, je crois que la sagesse de ce gouvernement sera d'écouter le plus possible. Et d'ailleurs, les syndicats... Oui, mais d'avancer vite, c'est ce qu'ils veulent aussi. Hein. Oui, donc, est-ce qu'on peut écouter en avançant vite? Comment on marche dans ces cas-là? Écoutez, moi, je crois quand même qu'il y a de tous les côtés une grande conscience de la nature des enjeux, qui est en plus une ministre dont les syndicalistes disent que c'est une femme ouverte, avec qui on peut discuter. Et donc, j'espère qu'ils vont réussir à avancer, mais pas... je pense qu'un pur rapport de force serait nécessaire. Autre une, mais même sujet, Jean-Marie Roy, regardez, c'est la Croix, réforme du travail, la méthode Macron. On va voir ce qu'elle va donner. Elle sera en tous les cas à l'œuvre demain. On verra aussi ce qu'il y a dans cette loi. En particulier, on dit que c'est une loi du travail plus par rapport à celle qui avait été réalisée. Est-ce qu'il ne bénéficie pas d'un grand avantage? Ce sont les élections de la CFDT qui a devancé la CGT. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est... Là, je vous pose la question, parce que vous êtes un spécialiste, que ça ne va pas lui faciliter les choses, finalement, parce que c'est un syndicat réformiste? Alors, ça lui facilite les choses, mais à partir du moment où il y a un syndicat réformiste en face de lui en première ligne, d'abord, ce syndicat réformiste doit tenir compte de l'existence des autres syndicats, ce qui n'est pas très facile. Et ça veut dire aussi que le gouvernement doit montrer qu'il sait écouter un syndicat réformiste. Donc, ça facilite, mais ça complique un peu les choses. Mais je crois qu'il y a vraiment désir de trouver un terrain commun. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que une négociation au niveau de l'entreprise, tout le monde est d'accord. La branche, bon. Mais est-ce que le syndicaliste doit être un acteur national qui pèse sur les grandes visions? Et c'est là où ça risque d'être un peu dur. Vous avez dit déminer, justement, à la une de Libération, ce sont les démineurs. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, démineurs de plusieurs sujets. Vous le voyez, Tati, William Saurin et d'autres, plans sociaux, fermeture d'usines, redressement judiciaire. À 3 semaines des législatives, l'exécutif tente d'éteindre en urgence les conflits qui couvrent. Et puis, les Échos avec la France qui attire de nouveau les investisseurs. C'est peut-être cela, Jean-Marie Roy le signale, on parlait tout à l'heure, Michel Vivorca. Nous verrons ensuite comment il sera transformé concrètement par ce pouvoir politique. Mais déjà, il y a une forme de... Voilà, quelque chose qui bouge, un frémissement. C'est vrai que c'est formidable. Là, on a le sentiment d'être un peu dans un conte de fées. Depuis l'élection invraisemblable qui a surpris absolument tout le monde de Macron, les qualités qu'il a manifestées, notamment sur le plan symbolique depuis qu'il est au pouvoir, ce gouvernement, bon, c'est vrai qu'il y a un moment de magie. Auquel vous n'êtes pas sensible, vous aussi? Oui, je suis sensible. Tout arrive alors. Mais non, mais pourquoi pas? Non, je plaisante. Merci messieurs pour ce match des idées et cette analyse. Restez avec nous dans quelques instants. On va accueillir pour le grand entretien Daniel Picouli. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour.
Vladimir Poutine sera l'un des premiers chefs d'État étrangers reçus à Paris par Emmanuel Macron. La venue du président russe est annoncée pour le lundi 29 mai. Il sera accueilli par Emmanuel Macron au Grand Trianon à Versailles. Avant son élection, les rapports entre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et la Russie étaient tendus. Le Kremlin était soupçonné d'être derrière les attaques informatiques qui ont visé le mouvement En Marche. Mais Vladimir Poutine a salué l'élection d'Emmanuel Macron. Il l'a appelé à surmonter la méfiance entre la France et la Russie. Europe. Le couple franco-allemand veut aller plus loin dans l'intégration monétaire. Le nouveau ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était aujourd'hui à Berlin pour rencontrer son homologue allemand, Wolfgang Schäuble. Ils ont annoncé la création d'un groupe de travail pour renforcer l'intégration de la zone euro. Nous allons regarder ensemble, dans le cadre de ce groupe de travail, la question de la convergence fiscale, qui nous tient très à cœur. Là aussi, ce sont des sujets dont on parle depuis des années, mais cette fois-ci, nous allons les prendre à bras-le-corps pour que les choses avancent concrètement. Décidée à pousser plus loin l'union monétaire, l'Union européenne s'apprête aussi à entamer les négociations du Brexit. Négociations menées par Michel Barnier. Le Français a été investi aujourd'hui pour superviser les discussions qui pourraient s'ouvrir le 19 juin. Manifestation. Les salariés de Tati appellent à l'aide le gouvernement. Une centaine d'entre eux s'est rassemblée ce matin devant le ministère du Travail. L'enseigne à Bakou, Tati, a été placée en redressement judiciaire. 1700 salariés sont concernés. Une délégation syndicale a été reçue au ministère. Le gouvernement a promis de se saisir du dossier. Depuis la loi Macron de 2015, un groupe n'est plus obligé de financer le plan de sauvegarde de l'emploi de ses filiales en redressement judiciaire. Au Front National. Florian Philippot va-t-il quitter le Front National? Le vice-président du parti a en tout cas menacé de le faire si le FN abandonne l'idée d'une sortie de l'euro. Une question qui sera tranchée au prochain congrès du parti. Marine Le Pen, elle, ne semble pas opposée au départ de son bras droit. Si demain, les adhérents du Front National décidaient qu'on doit abandonner cette partie-là, ils ne se sentiraient plus en accord avec ses convictions. Mais je trouve que c'est tout à son honneur. Parti communiste. Mais je ne regrette pas d'avoir donné mon parrainage à Jean-Luc Mélenchon et je ne regrette pas d'avoir voté pour lui. En tout cas, je l'appelle aujourd'hui à un peu plus de modération. Parce que je rappelle aussi qu'il n'y a pas d'automaticité entre un vote à une élection présidentielle et un vote à une élection législative. À l'étranger. Enfin, l'image du jour, celle de Donald Trump devant le mur des lamentations à Jérusalem. Il est le premier président américain en exercice à s'être recueilli sur ce lieu saint du judaïsme. Sa tournée internationale le mènera ensuite à Bruxelles. En marge du sommet de l'OTAN, il y rencontrera pour la première fois Emmanuel Macron. Mon invité ce soir est écrivain, homme de télévision, professeur. Il a d'ailleurs enseigné pendant de nombreuses années dans différents lycées de la banlieue parisienne notamment. Son dernier livre en date s'intitule La victoire du nègre aux éditions Steinkiss Prisma. Bonsoir et bienvenue Daniel Piccoli. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on va plonger vraiment dans votre livre dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à un thème qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur. C'est l'école, c'est l'éducation. Le tout nouveau ministre Jean-Michel Blanquer est en train de préparer la prochaine rentrée. On le décrit comme un pragmatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pragmatique, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, c'est-à-dire qui a été recteur dans plusieurs endroits, dont la Guyane, et qui a dirigé une grande école. Donc un pragmatique, ça veut dire que quelqu'un qui va peut-être écouter les réalités du terrain, écouter les réalités de tous ceux qui utilisent l'école, c'est-à-dire aussi bien les enseignants que les parents, que les élèves, et qui, à partir de là, pragmatique, ça s'opposerait à idéologue. C'est-à-dire qu'il y aurait moins d'idéologie dans son point de vue et dans son approche. Ça veut dire qu'il y en a eu déjà ? C'est-à-dire que c'est même peut-être le lieu et le ministère où
Il est supposé y en avoir le plus, parce qu'on dirait qu'il y a une école de droite, une école de gauche, mais comme il n'y a plus de gauche et plus de droite, on va peut-être avoir une école qui va être débarrassée des oripeaux de l'idéologie. Le pragmatisme, si ça a de l'efficacité, je pense que ça conviendra à tout le monde. Il y a un sujet sensible dès qu'on parle de l'école, et il en a parlé, Jean-Michel Blanquer, c'est l'amour. L'amour du pays à travers l'enseignement de ce qu'on appelle le roman national. Alors un certain nombre d'enseignants sont contre la promotion de ce roman national. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il n'y a pas à être pour ou contre la promotion du roman national, il y a toujours un roman national. L'histoire est faite de romans nationaux successifs, c'est-à-dire que le politique a tendance à s'emparer de l'histoire pour aller dans le sens de ce qui... Bon, donc là aussi on reviendrait à de l'idéologie. Le roman national, c'est toujours celui des autres, c'est-à-dire que quand on le critique, c'est parce qu'il ne correspond pas à ce... Moi j'ai écrit un livre d'histoire justement qui était basé sur cette iconographie qu'on avait quand on était enfant, avec des héros, voilà, et puis des grandes batailles et des grandes dates. Et puis on a trouvé ça complètement ringard et on est parti dans des thèmes transversaux. Et un jour je me suis aperçu que ma fille à moi, se désintéressait complètement de l'histoire, n'y comprenait rien, et que moi quand je la faisais réviser, j'avais beaucoup de mal. Parce qu'il y a une chose qui est importante, et je le dirais à monsieur le ministre s'il était en face de moi, c'est que les parents ne doivent pas être dépossédés de l'école. Ce qui me paraît très important, c'est qu'à la maison, les parents puissent suivre et aider leurs parents. Ma mère n'avait que le certificat d'études et elle a toujours pu me faire réviser mes leçons. Les 13 enfants aussi? Oui, bien sûr. C'était du chant choral à la maison. non, mais je veux dire, bien évidemment, dans les grandes familles, vous savez que les grandes sœurs sont des secondes mamans. Donc, pouvoir faire réviser, pouvoir suivre. Tout le monde sait, tous ceux qui vous écoutent, et vous peut-être aussi, savent que dès la 4e, on commence à être en difficulté dans certaines matières. C'est anormal. Un enfant qui ne peut pas demander à son père ou à sa mère de l'aider pour ses devoirs est déjà un enfant en difficulté ou qui doute peut-être de l'école et de la transmission. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose, c'est un lien qui doit être absolument préservé dans l'école. Je ne sais pas si ça fait partie des préoccupations. Mais quand on vous écoute, Daniel Piccoli, il y a une passion, vraiment un amour de l'école. On a du mal à imaginer que vous avez été... C'est pas un cancre. Oui, le cancre est très joli. Surtout qui aimait l'école. Ah, mais j'aimais l'école. Hein. Je vais vous rassurer, Gilles a été un cancre aussi. Mais bon, il y en a plein, il y en a beaucoup. Et même Jean-Marie Roire, que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, n'était pas non plus à foudre. Voilà. Donc ce terme est un terme romanesque et romantique pour désigner quelqu'un qui... Vous n'avez pas mal vécu l'école, malgré peut-être de mauvaises notes. Vous l'avez aimé, cette école-là. Oui, parce que j'avais en face de moi ces fameux hussards noirs qui aimaient l'école. On avait en face de nous des gens qui nous aimaient. Et je dis souvent à mes élèves, l'école, c'est le dernier lieu où vous allez être caloté avec amour. Dehors, vous le serez, mais sans amour. Et tant qu'on sent que les gens qui sont en face de vous, même leur sévérité, est à base d'amour, de respect, d'envie de vous conjuguer au futur, comme on dit, moi, ça me va. Je savais bien que j'ai été puni pour le 10e des bêtises que j'ai fait. Et tout le monde le sait, ça. Donc, moi, l'école m'a appris. Et l'école, je rêvais d'y rester tout le temps à l'école. Je lui dois. Et c'est ça que j'essaie de lui rendre. Moi, je suis ce que je suis grâce à l'école. C'est un pur produit, vous, de l'école républicaine. Absolument. Voilà, de ce fameux ascenseur social qui, semble-t-il, est en panne. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va avoir des gens qui vont le réparer. Parce que moi, aujourd'hui, je suis un garçon qui, pas très loin d'ici, a fait ses premières dames à Assas. Je le dis avec émotion parce que c'était mes 19 ans et quand je traverse le jardin du Luxembourg, c'est comme si j'avais à me dépêcher pour aller monter. Venir dans ce studio. Absolument, parce que ça reste une madeleine pour moi, le jardin du Luxembourg, parce que je me dis, Daniel, tu vas être en retard à ton TP de droit constitutionnel. Donc j'espère que vous ne me voyez pas comme le professeur. Non, et encore, ce sera avec bonheur parce que j'ai appris beaucoup de choses et le droit constitutionnel. D'ailleurs, vous avez déjà eu un instituteur qui vous a marqué, qui vous a porté. J'ai écrit, bien sûr, le chant de personne est un hommage à M. Brûlé. Et de la même façon, j'ai écrit la faute d'orthographe et ma langue maternelle parce que j'ai rencontré un jour qui ne comprenait pas comment on pouvait faire autant de fautes d'orthographe sans être un idiot. Donc j'ai appris qu'à l'école, le regard sur vous était presque plus important que ce qu'on vous... concédait, que ce qu'on vous transmettait. Il y a une bienveillance chez ces instituteurs, chez ces professeurs, qui me faisait penser que j'étais peut-être utile à quelque chose ou que j'existais pour ce grand ensemble que je ne savais pas être la République. Vous avez transmis après ? J'espère, moi j'espère.
que la passion, que la passion qu'on m'a donnée, j'espère qu'elle transpire de moi. J'étais il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, devant 300 collégiens dans Maine-et-Loire, dans le Conseil général m'avait. Et j'avais envie d'une seule chose, c'est que les parents et les politiques soient là. Parce que quand ils m'ont restitué leurs travaux, il faudrait que tout le monde aille voir ses enfants en douce, presque. Il faudrait un grand miroir sans teint pour qu'on voit ces enfants, comment ils sont quand vous n'êtes pas là, quand vous ne les regardez pas. Ils sont passionnés, ils savent beaucoup de choses, ils ont de l'humour, ils sont drôles, ils nous font du bien. Et c'est ça que je voudrais, moi, si j'étais en face de mon ministre, je lui dirais, donnez-nous simplement les moyens d'aller voir ces enfants, d'essayer de mettre en valeur toute cette richesse qu'ils ont et qu'on sent qu'ils ont. Mais attention, beaucoup de gens le font déjà. Là où j'étais du côté d'Angers et du côté du Conseil général, ils travaillent très bien. Je travaille aussi avec Nancy dans les Hauts-du-Lièvre, dans les quartiers, que je salue ce soir. Parce qu'on y travaille, parce que des gens le veulent. Ces gens le veulent. Il y a plein de hussards noirs qui ne sont pas enseignants. Ils le font avec beaucoup de passion. Passion, bonheur, efficacité. Pourquoi le sujet de l'école, dès qu'on y touche, c'est toujours aussi sensible, passionnel chez nous? Alors, je vais vous dire une chose quasiment obscène. Le problème de l'école, l'école, presque son problème inavouable, c'est qui profite de l'école. Quelles sont les catégories sociales qui profitent de l'école? Quels sont les enfants qui profitent de l'école? Les enfants de cadres supérieurs et les enfants d'enseignants. C'est la réalité statistique. Donc, on voit que presque de façon antinomique, on a deux espaces comme ça qui bénéficient de l'école telle qu'elle est actuellement. C'est-à-dire une école exigeante, une école de l'excellence. Oui, il faut une école de l'excellence, mais une école de l'excellence qui soit capable de puiser tous les talents dans tous les strates de la société française et pas seulement dans quelques quartiers parisiens ou de grandes villes. C'est ça le plus important. On se trompe sur l'excellence, on se trompe même sur l'idée qu'on refuserait l'excellence et qu'on voudrait niveler par le bas. Pas du tout. On veut de l'excellence, mais qu'elle soit issue de partout. Moi, je suis un gamin, je suis un fils d'ouvrier de famille nombreuse de banlieue. Je suis un cumulard, on va le dire socialement. Et pourtant, l'école dans laquelle j'étais m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Professeur, homme de télévision et écrivain, avec ce livre vraiment sur lequel on va insister, Daniel Piccoli, c'est l'histoire en 1908 de Jack Johnson qui devient, j'ai découvert, pour tout vous dire, le premier noir champion du monde de boxe poids lourd. On va raconter son histoire, vous allez nous la raconter, mais pourquoi vous êtes intéressé à ce champion incroyable? Alors déjà, dans mon précédent roman, Le crime muet de l'iguane, il y avait la rencontre de Jack Johnson avec mon grand-père. Mon grand-père est né à la Martinique, c'était un grand noir, on va dire, ça faisait dans les 1m90, c'était un poids lourd naturel, et qui a rencontré Jack Johnson en secret dans la canne pour savoir qui était le plus fort des deux. Donc dans ma famille, je veux dire, dans mon histoire personnelle, Jack Johnson est déjà apparu. Donc je l'ai repris à l'occasion de cette collection, parce qu'il faut dire ce qu'il en est de cette collection, c'est qu'elle distingue les premières fois, que ce soit le bikini, le macaron, les congés payés, ou bien le premier noir. En ce sens, c'est une collection formidable parce qu'elle nous incite à réfléchir. Si chacun de nous devait réfléchir, quelle est la première fois dont vous aimeriez parler? Et moi, j'ai eu envie de parler de la première fois de ce noir champion du monde. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, c'est un événement considérable. À cette époque-là, on ne peut pas imaginer que le champion du monde de boxe poids lourd, donc l'homme le plus fort du monde, comme on disait, soit noir. Et donc, même les grands champions blancs avaient quasiment comme mission de ne jamais rencontrer un noir pour qu'il n'y ait pas cette défaite. Et pourtant, il y en a un qui va presque sortir de sa retraite. Oui. Qui c'est? Il s'agit de James Jeffries. Je voudrais citer sa phrase, Daniel Piccoli. Voilà ce que dit James Jeffries. Il dit « Je vais combattre dans le seul but de prouver qu'un homme blanc est meilleur qu'un nègre. Je suis pleinement conscient de ce qui dépend de moi et je ne décevrai pas le public. Cette partie de la race blanche qui compte sur moi pour défendre sa suprématie peut être rassurée que je donnerai mon maximum. Je gagnerai aussi vite que possible. » C'était contre. Oui, c'est contre Jack Johnson. Oui, c'est le mot le plus violent là-dedans, c'est suprématie. C'est-à-dire, c'est les suprématistes. C'est encore un mouvement qui existe aujourd'hui. Les suprématistes, c'est ceux qui considèrent que la race blanche est une race supérieure. On en a eu toutes les déclinaisons plus ou moins violentes et néfastes dans l'histoire. Mais ici, il s'agit effectivement simplement de boxe. On pourrait considérer qu'il s'agit que d'un sport. Oui, il est plus fort. Et alors? Bon, non. Surtout pas. Et qui plus est, dans l'histoire de cet homme, James Jeffries, est un boxeur vénéré, il est parti invaincu, il est dans sa retraite, dans sa ferme, il est riche, bien considéré. Et
il y a un boxeur à qui il a donné le titre, Tony Burst, qui va lui accepter de se battre contre un noir. Il va être battu, mais on considère ça comme rien, puisqu'il est canadien, français même, ça ne compte pas. C'est un Américain qui doit défendre. Et oui, on va avoir aux États-Unis un mouvement de la population. On va faire écrire aux enfants des écoles des lettres. S'il vous plaît, monsieur Jeffrey, battez ce noir. Parce que il est ce qu'on appelle the Great White Hope, le grand espoir blanc, qui sera un mythe dans la boxe aux États-Unis pendant très 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 longtemps. Alors que il y a quelques semaines, Joshua Klitschko, la rencontre d'un noir et d'un blanc, a provoqué quoi? 30 000 personnes qui ont salué la victoire de ce noir parce qu'il était tout simplement le meilleur. Mais à cette époque-là, ça ne se joue pas comme ça. Et le 4 juillet 1910, qu'est-ce qui se passe? Le 4 juillet, c'est déjà une date. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que cet événement se déroule le jour de la fête des États-Unis, la fête nationale des États-Unis. Elle aurait même pu être arbitrée. 22 000 spectateurs. Oui, c'est ça. Ce sont des arènes construites spécialement dans lesquelles on met 22, 30 000 personnes, et les grands combats qui suivront seront toujours dans des arènes à ciel ouvert comme ça. Il fait 40 degrés et les gens sont là et hurlent « tuez le nègre ». Parce que c'est ça l'ambiance. Vous dites 22 000 personnes, il faut imaginer 22 000 personnes qui crient « tuez le nègre » avec une musique. Il y avait des kunsongs, c'est-à-dire c'était des chants racistes qui accréditaient l'idée d'un noir un peu béat, un peu bête, qui était à l'époque d'énormes succès. Et d'ailleurs, Jack Johnson en a chanté lui-même parce qu'il y voyait pas mal. Il faut aussi s'arrêter sur le personnage de Jack Johnson qu'on voit là. Alors celui-là, c'est quand même un peu cas. sulfureux quand même. Ah ouais, non, mais il est un peu beaucoup sulfureux. Provocateur. Ceux qui connaissent... Ouais, voilà, la bonne chair, la vie. Les femmes, et particulièrement les femmes blanches. Il faut savoir qu'à cette époque-là, vous alliez en prison si vous aviez une relation avec une femme blanche. Il y avait ce qu'on appelle le Mann Act, c'est-à-dire une loi qui interdisait le transport, qui considérait comme prostitution le fait d'emmener votre femme d'un État à un autre, par exemple. Cette loi a entièrement été taillée sur mesure pour contrer James Jeffrey et le mettre en... Il a eu 1 an de prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé au Canada, puis est venu en France. Parce que ce qui est important, et ce que je dis aussi dans ce livre, c'est que la France était une terre d'accueil. Au début du siècle, les Noirs américains qui voulaient pouvoir vivre leur vie et leurs amours allaient en France, parce que là-bas, quand on voyait passer un homme noir et une femme blanche dans une voiture, on regardait la voiture, comme il disait. Et alors qu'aux États-Unis, vous pouviez finir en prison. C'est quelque chose qu'on a peut-être oublié, cette idée qu'on a été, et qu'on est encore, bien sûr, une terre d'accueil pour cette ségrégation qu'il peut y avoir dans le monde. Johnson, il va gagner par ses points, par sa force. Parce que ce qui va se passer, Jeffries, il va aller 2 fois au tapis. Ça ne lui est jamais arrivé dans sa carrière. Non. Il est KO à la 15e reprise. À la 15e reprise, voilà. Mais une image, mais il faut vous dire que, justement, la force des images, c'est que déjà pour Tony Burns, on avait arrêté la caméra, parce que ce sont des combats qu'on peut aller voir sur Internet, pour ne pas voir, et c'est une image qui est très très belle, on voit le corps de Tony Burns qui tombe, et la caméra s'arrête avant qu'il touche le sol, parce que c'était insupportable l'idée qu'un blanc. Et le film qui montre la défaite de James Jeffrey a été interdit jusqu'en 1940. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de montrer ce film dans des séances publiques. C'est-à-dire qu'il fallait gommer, c'est un peu un négationnisme, il fallait gommer l'image d'un noir au pied Daniel d'un... Picouli, après ce match, il y a eu beaucoup d'agressions. Oui. Il y a eu toute une vague qui a suivi, etc. Ça a déclenché énormément de choses, même des émeutes raciales dans plusieurs États. C'est la pire, ce sont les pires émeutes raciales jusqu'à Martin Luther King. 68, c'est pour vous dire l'importance, c'est pour resituer, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on trouve presque dérisoire cette opposition, on trouve presque dérisoire cet enflammement, ce séparatisme, ce suprématisme. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinairement violent. Et pour voir que la France a été concernée d'une manière un petit peu périphérique, c'est que Georges Carpentier, notre grand champion Georges Carpentier, qui a arbitré un match entre Jeffrey à Paris, eh bien, on lui a proposé... Je le connais, à lui, cet homme qui est une icône nationale, on lui a proposé, et il a défendu le titre de champion du monde des poids blanc, c'est-à-dire qu'il y a eu un titre spécial fait pour les blancs pour contrecarrer ceux de Johnson. Donc on voit qu'on est dans cette époque-là que j'ai envie aussi de restituer et qu'on y réfléchit. On voit toute la toile de fond dans votre livre avec une histoire véridique, touchante vraiment. Daniel Picouli, j'ai remarqué que vous avez dédié ce livre
à quelqu'un qui vous est sûrement cher. Malek Chebel. Voilà. Malek Chebel, parce que c'est un combattant. À sa manière, ça a été un extraordinaire combattant, Malek. Et Malek, je le salue et je suis toujours ému quand j'en parle parce que c'est un homme que j'aimais. On l'a reçu très souvent ici. Très fort, oui. Et qui invité récurrent. Et qui nous faisait du bien à tous et qui n'avait peut-être pas la place. C'est difficile de prôner comme lui une espèce de balance dans les idées, de ne pas être radical d'un côté comme radical de l'autre. Ça, c'était mal porté. Et j'allais presque dire que politiquement, j'ai envie qu'aujourd'hui, des gens comme Malek Chebel, des gens qui balancent les idées, qui balancent les opinions et qui se privent de radicalité tellement photogénique, qu'il y ait plus de place pour eux. Vous pensez justement à les faire venir, à les faire parler avant qu'ils ne disparaissent. Bien sûr. J'espère que cette époque correspond à ça. J'espère que ce ni gauche ni droite dont on a beaucoup parlé correspond à cette idée qu'il va y avoir des voix plus balancées, c'est-à-dire des voix qui, en France, ont moins de poids, ont moins d'écoute, parce qu'il est plus télégénique d'être radical. C'est même plus facile à porter. C'est la nuance qui est plus difficile. Oui, bien sûr. En mais tous les autre cas, chose. c'est un formidable champion et c'est toute l'histoire d'une Amérique avec ses ségrégations qu'on peut découvrir. Daniel Piccoli, la victoire du nègre. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors j'ai apporté, c'est un véritable trésor, c'est quelque chose que j'ai trouvé par hasard. Le petit journal. Voilà. À Place Saint-Sulpice, dans ces belles expositions de beaux papiers, vous fouillez et vous trouvez parfois le sujet d'un roman. Et l'image est superbe et elle montre aussi le rayonnement international dans le monde entier. On a reproduit, on a propagé cette nouvelle. Un noir a gagné, la victoire du nègre. Voilà. Merci Daniel Piccoli, c'était un plaisir vraiment de vous recevoir. Je vais vous laisser repartir et repasser donc par les jardins du Luxembourg. Absolument. Si la même de nuit, comme ça, je demande si on va m'autoriser. Mais ce sera avec plaisir. Merci en tous les cas. Merci à vous. On arrive presque à la fin de cette émission, comme d'habitude, à suivre les moments choisis. Il y a la feuille de route qu'a définie M. Macron comme priorité première, les états généraux de l'alimentation, annoncés pour un des premiers chantiers, méthodologie avant l'été, et volonté d'avancer vite avec les producteurs, les transformateurs et les distributeurs et les consommateurs autour de la table pour parler de la création de valeur et de la répartition de la valeur avec des producteurs qui sont les éternels maillons faibles de cette chaîne-là et depuis 3 ans, des coûts de production supérieurs au prix de vente pour les producteurs, ce qui n'est pas durable. La réforme du droit du travail est d'abord une priorité absolue. Et sur ce terrain, j'ai le souvenir qu'Emmanuel Macron avait dit des choses assez responsables. Eh bien, s'il a le courage de les mettre en œuvre, moi je suggérerais aux députés, et en tant que sénateur, je soutiendrai une telle réforme. Des divisions aussi entre partis communistes et France Insoumise. Mais malgré l'absence d'accord, le PCF se désiste dans certaines circonscriptions, comme à Marseille face à Jean-Luc Mélenchon, et même à Trappes face à Benoît Hamon. Tout cela avec l'objectif de créer une force la plus large possible face à Emmanuel Macron et à ses soutiens de droite. Et à l'intérieur de l'élection de tous ces députés, nous pensons qu'il est possible de doubler le nombre de députés communistes du Front de gauche, c'est-à-dire d'en élire une vingtaine. Non, je ne suis pas pour une direction collégiale, pas du tout. Je suis pour un président qui sera élu par l'ensemble des militants. Dans cette perspective, je pense que Laurent Wauquiez, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, là nous sommes engagés dans les législatives, mais je pense que Laurent Wauquiez a tout à fait la capacité, l'entraînement, la volonté pour s'investir dans cette construction. Et aujourd'hui, François Baroin est notre chef de file pour les élections législatives, c'est donc le sujet qui nous mobilise naturellement maintenant, mais au lendemain des élections législatives, nous devrons effectivement construire une grande formation. Les gens sortent de chez eux. Ça a été le grand effet En Marche. Ils étaient calfeutrés chez eux. Ils sont sortis. Ils s'intéressent à nouveau à la chose politique. Et sur les marchés, quand on leur dit il faut plus d'hommes et de femmes politiques professionnels, il faut des gens qui ont travaillé avant, qui ont fait autre chose et qui vont apporter leur expérience, ils disent vous avez raison.
Moi, il se trouve que dans ma circonscription de Nanterre-sur-Aisne, la candidate En Marche est elle-même un emploi familial puisqu'elle est attachée parlementaire de son père sénateur. Voilà, donc simplement pour soulever le décalage profond entre le discours du renouvellement et les actes. Voilà, moi j'ai 31 ans et je travaille dans le privé. Une exception ne fait pas la règle. En l'occurrence, le renouvellement, et Emmanuel Macron n'a pas le monopole du renouvellement. Par exemple, sur votre affiche de campagne, est-ce que vous êtes clairement identifié Parti Socialiste? Oui, moi je suis la gauche utile pour la République, Parti Socialiste, Génération Écologie, Union des démocrates et écologistes. Voilà, moi je suis clairement de gauche, mais d'une gauche constructive qui agit, qui propose, qui transforme. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à 22h, bien sûr, pour aller plus loin. Belle fin de soirée en notre compagnie.